tous. Nous sommes le 8 novembre 2018. Nous sommes à l'association culturelle orthodoxe russe de Nice. Et lorsque soudain, un huissier vient frapper à notre porte. Mais que se passe-t-il ? Poutine a envoyé un huissier à Nice pour récupérer les reliques d'Alexandre II. Je n'ai jamais vu ça en 30 ans de carrière. Une urgence justifiée par la seule volonté d'un chef d'État étranger. Voilà. Poutine voulait à tout prix cette veste bleue et que portait le tsar Alexandre II lorsqu'il a été assassiné à Saint-Pétersbourg. Et aujourd'hui, justement, on va s'intéresser au lien qu'il peut y avoir entre Alexandre II et Vladimir Poutine. Alexandre II, c'est lui, c'est l'avant-dernier tsar de Russie. C'est-à-dire, après lui, il n'y aura que deux tsars. Il y aura Alexandre III et il y aura Nicolas II. Alexandre II devient tsar en 1855. Et vous voyez que peu de temps après, quelques mois après seulement, en 1856, il y a la guerre de Crimée qui éclate, puisque l'empire de Napoléon III, le Royaume-Uni, l'Empire ottoman, déclare la guerre à la Russie et gagne. Donc le tsar de Russie est affaibli. Et c'est bien triste pour lui. Il s'avère justement, si on s'intéresse à l'histoire des Juifs en Russie, il s'avère que le tsar était plutôt quelqu'un de sympathique, puisque vous voyez qu'il a donné beaucoup de droits aux Juifs, il leur a autorisé à vivre où ils veulent, il leur a enlevé les sanctions économiques et éducatives qu'ils pouvaient avoir. Et il a fait des grandes réformes qui allaient dans ce sens, de donner des droits aux Juifs, pour qu'ils aient les mêmes droits que tout le monde. Et le pauvre, la première année de son règne, on lui déclare, 3 pays lui déclarent la guerre, en même temps qu'il y a une crise agricole. Le fils héritier de Alexandre II, c'est lui, c'est Nicolas Alexandrovitch de Russie. Et c'est un intellectuel, il aime bien apprendre des choses. Mais très vite, à seulement 20 ans, très vite, il va avoir des problèmes de santé assez graves. Et du coup, on lui recommande d'aller à Nice, justement, dans le sud de la France, pour se soigner. On comprend pas, il a les muscles complètement froissés, tordus, etc. Et finalement, on va se rendre compte qu'il a probablement la tuberculose. Et il finira par mourir très jeune, à 21 ans, mourir de la tuberculose. Alors que c'était lui qui devait devenir le prochain tsar de Russie. Du coup, c'est son petit frère qui va devenir tsar. Ce sera Alexandre III. Et c'est ça que nous raconte Diana. Elle nous explique justement que Nicolas, son destin tragique. Et elle nous dit que cette cathédrale a été construite à l'endroit précis où Nicolas est mort. En hommage, en fait. Donc, à Nice, vous pouvez aller visiter cette cathédrale qui a été construite à l'endroit où Nicolas est mort. Du coup, le nouveau tsar de Russie, ce sera lui, en 1881, ce sera Alexandre III. Alexandre III, il est très... donc c'est le fils de Alexandre et Dagmar. Dagmar, en fait, c'était un peu la fiancée de Nicolas. Mais dans ses derniers vœux, il a demandé à ce que son frère l'épouse. Dagmar, du Danemark.
Alexandre, c'est pas un intellectuel, c'est plutôt un mec physique, un costaud, un balèze. Et il est un peu en opposition avec son père. Et notamment lors de la guerre... alors, est-ce que c'est ici qu'on peut la voir, la guerre? La guerre de Sédan, voilà. Donc il y a une guerre qui oppose la France contre la Prusse, c'est-à-dire l'Allemagne en fait. Une guerre oppose la France à la Prusse. Alors Alexandre II, donc le tsar, il est du côté de la Prusse parce qu'il n'aime pas trop la France. Alexandre II est du côté de la Prusse. Et il a des raisons de ne pas aimer la France. C'est qu'en 1856, la France l'a attaqué. Donc forcément, il ne va pas aimer la France. La France lui a déclaré la guerre. La première année de son règne. Donc il ne peut pas aimer la France. Alexandre II, il est pour la Prusse. Alexandre III, il est pour la France. Donc vous voyez qu'il y a une opposition entre ces deux hommes. Et finalement, c'est la France qui perd. Et Alexandre III, il est triste. Quelle effroyable nouvelle. MacMahon détruit. L'armée en déroute. MacMahon, vous voyez que c'était le maréchal de France. Constantin Pobiedonoscev. Eh ben, c'est lui qui faisait l'éducation de Alexandre III. C'est lui qui lui a appris tout ce qu'il savait. Et en fait, c'était aussi son conseiller. Et vous voyez qu'en fait, Alexandre III, c'était pas du genre, c'était pas trop un intellectuel, c'était plus, il avait même besoin d'un conseiller. Alors, en fait, vous allez me dire, tout le monde a besoin d'un conseiller. C'est vrai. Sofia Perovskaya. Alors, elle est pas contente. Pourquoi ? Parce que Alexandre II, que vous voyez là, il a perdu la guerre. Et en fait, ça a eu des grosses conséquences. Il a perdu la guerre de Crimée en 1856. Et la guerre de Crimée, il se trouve que la guerre de Crimée, suite à cette défaite, il a fait des grosses réformes. Il a mis fin au servage, c'est-à-dire fini l'esclavage des paysans au service des nobles. Voilà. Il a aboli le servage. Alexandre II. Et forcément, Sofia Perovskaya, ça lui plaît pas parce qu'elle, c'est une aristo, c'est une noble, et elle aimait avoir des paysans à son service, etc. Du coup, elle est très hostile à Alexandre II et va même faire des complots pour essayer d'assassiner le tsar Alexandre II. Donc voilà, premier point commun entre Alexandre et Poutine, c'est que c'est qu'ils arrivent après une crise. Lui, il arrive après la défaite de Crimée. Il a perdu la guerre de Crimée. Et Vladimir Poutine, il arrive après la défaite de l'URSS. Donc les deux arrivent après une crise. Premier point commun. Second point commun, les deux aiment bien les juifs. Vous voyez que Alexandre II a donné beaucoup de droits aux juifs. Et Poutine, pareil, il aime bien les juifs, il veut les défendre et les protéger. Et il leur dit même d'aller en Russie s'ils se sentent en danger en Europe. Donc les deux aiment bien les juifs. Sofia Perovskaya, elle veut tuer le tsar Alexandre II. Parce que voilà, c'est une aristo et elle aimait bien quand on pouvait asservir les paysans. Du coup, elle a fait plusieurs attentats. Un premier attentat en faisant dérailler son train et un second attentat. Donc le premier attentat a échoué et le second attentat avec 4 tueurs qui ont jeté des bombes. Et ce second attentat a fonctionné et le tsar a été tué en 1881. Suite à quoi elle a été pendue. Donc c'est la première femme russe à avoir été pendue pour des raisons politiques. Parce que c'est une régicide. Elle a fait tuer le tsar, Alexandre II.
Donc vous voyez que Alexandre II s'est fait assassiner le 13 mars 1881. Et suite à ce meurtre, suite à cet assassinat, pareil, une cathédrale a été construite à l'endroit où il est mort. La cathédrale Saint-Sauveur sur le sang versé, à Saint-Pétersbourg. Donc c'est marrant cette tradition, russe de construire des cathédrales à l'endroit où on meurt. Voilà, ils aiment construire des cathédrales. Donc, Sofia Perovskaya, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle n'est pas du tout juive, elle est nihiliste. Elle croit en rien. Et elle sera la première femme à être pendue en Russie pour raisons politiques. On en arrive à cette citation qui n'est pas vraiment de Charlie Chaplin, mais que je voulais quand même vous mettre. Il semble exister une ruse antisémite répandue qui consiste à faire assassiner un ami et un allié des Juifs, puis à blâmer les Juifs eux-mêmes pour les faire passer pour des fous, en comptant sur le fait que les Juifs préféreront s'auto-incriminer, ils l'avaient sans doute mérité, trop occupés à chercher des justifications à cet acte odieux, ils en oublieront de se rendre compte qu'ils sont innocents. Donc ça n'est pas vraiment de Charlie Chaplin, c'est de moi, mais voilà, je trouvais que Charlie Chaplin, ça faisait beau en arrière-plan. Et voilà, donc je trouvais ça intéressant de dire qu'en fait, on assassine des amis, des alliés des Juifs. Donc par exemple, Alexandre II, c'était un allié des Juifs. Il leur donnait beaucoup de droits, etc. Il voulait les aider à s'émanciper. Et il n'a pas eu le temps. Et il s'est fait assassiner. On assassine les amis des Juifs et puis ensuite on accuse les Juifs. Comme s'ils allaient assassiner leur propre allié. Ce qui n'a pas de sens. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi avec Jésus-Christ. Pendant des siècles, on a cru que c'était les Juifs qui l'avaient tué. Alors qu'en fait, c'est Ponce Pilate qui a tué Jésus-Christ. Donc c'est quand même intéressant de le noter. Jésus-Christ a été assassiné alors qu'il aimait bien les Juifs, Jésus-Christ. Et puis on l'a assassiné. Et puis on a dit c'est les Juifs qui l'ont assassiné. Alors que, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas eux, c'est Ponce Pilate. Donc voilà. Et on en arrive au pogrom de Russie. Parce qu'en fait, tout a commencé à partir de cet endroit. C'est ça vraiment l'origine originelle des pogroms, c'est cet assassinat. On a accusé les Juifs de tuer Alexandre II. Et on a dit, puisqu'ils ont tué Alexandre II, on va faire des pogroms, on va tuer les Juifs nous aussi. Donc en fait, voilà, c'est assez ignoble, mais c'est comme ça. C'est-à-dire la première vague de pogroms, c'est suite à l'assassinat du tsar Alexandre II, qui a été tué, je le rappelle, par Sofia Perovskaya, qui est une aristo nihiliste, pas du tout juive. Donc voilà, c'est quand même intéressant de le noter. Pourquoi on accuse les juifs, je ne sais pas, je ne comprends pas, puisque c'est pas du tout une juive qui a tué le tsar, c'est une nihiliste. Donc en 1881, il y a une première vague de pogroms en Russie. Et bien sûr, Alexandre III ne fait rien pour l'empêcher. Lui, il s'en fiche, il n'aime pas trop les juifs. Alors, vous voyez, encore une fois, l'opposition entre les deux hommes. Son père aimait beaucoup les juifs, et son père aimait beaucoup l'Allemagne. Alexandre III, il aime la France, et il n'aime pas les juifs. Donc, vraie opposition. Et autre point commun, d'ailleurs, entre Alexandre et Poutine, c'est que les deux parlent allemand. Poutine parle allemand, Alexandre II parlait aussi allemand. Donc c'est intéressant de le savoir. Et quand on parle du loup, le voilà, dans l'Eurasie contemporaine. Alors c'est pas lui qui a fait ça, c'est juste, je l'ai mis en arrière-plan, comme tout à l'heure. Mais je trouvais qu'il rendait bien dans le fond. Dans l'Eurasie contemporaine, systématiquement, chaque fois que les Juifs obtiennent des droits dans un pays, les Corses font irruption et viennent tout détruire. En 1805, Napoléon a attaqué l'Allemagne, quelques décennies avant le sionisme, conduisant au nazisme. En 1856, Napoléon III a attaqué la Russie,
lorsque le tsar Alexandre II offrait aux Juifs l'émancipation, conduisant au pogrom. Donc voilà, en Eurasie, chaque fois que les Juifs ont des droits, les Corses attaquent. C'est simple. Ils vous tombent dessus. Si vous donnez des droits aux Juifs, les Corses vont vous tomber dessus. Donc, ne donnez surtout pas de droits aux Juifs, sinon on va vous attaquer. Alors, heureusement, il y a une astuce, c'est quand même d'aller en Amérique. En Amérique, les Corses n'ont pas d'influence. Donc, les Juifs peuvent vivre tranquillement sans que les Corses leur tombent dessus. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il en pense de cette citation, ce serait intéressant de lui demander, mais voilà. Moi, je l'ai mis comme ça, parce que ça pourrait être intéressant de réfléchir à ce sujet. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais ça pourrait être intéressant d'y réfléchir. Et donc voilà, justement, Napoléon III, celui qui a attaqué la Russie, voilà, celui qui a attaqué la Russie, alors il n'était pas vraiment corse, mais quand même, il y a 95% des Corses qui ont voté pour lui, donc quand même, c'était quand même un peu un Corse. Et donc, lui, voilà, qui a attaqué le tsar Alexandre II dès la première année de son règne, et qui l'a empêché et interdit finalement de donner des droits aux Juifs. Voilà, c'est à cause de lui. Donc, ne le remerciez pas, parce que c'est pas un type sympa. Donc c'est tout pour cette vidéo, et on voit un peu finalement la ressemblance entre Alexandre II et Poutine. Et on peut comprendre que Poutine ait été si prompte à vouloir récupérer ces reliques de Alexandre II, parce qu'il y a une vraie ressemblance entre les deux hommes. Et d'ailleurs, on peut craindre, en fait, suite à la mort d'Alexandre II, il y a eu des pogroms. C'est là qu'ont commencé les premiers pogroms. Et on peut craindre exactement la même chose avec Poutine. Si Poutine meurt demain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir également des pogroms? Et on peut espérer que non. Donc voilà. Et si demain Poutine se fait assassiner, peu importe par qui, il y a des gens qui risquent d'accuser les Juifs, puisque en fait c'est dans la logique, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est sympathique avec les Juifs, il se fait assassiner et on accuse les Juifs. Donc si demain Poutine se fait assassiner, on risque d'accuser les Juifs parce que voilà, c'est dans la logique. Donc voilà, il y a une vraie crainte qu'on peut avoir à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'histoire se répète tout simplement, que Alexandre II ce soit aujourd'hui l'équivalent de Poutine, et que Poutine est sympathique avec les Juifs, Poutine a aidé des Juifs à devenir des oligarques, etc. Poutine est sympathique avec les Juifs, est-ce que la Corse ne va pas attaquer Poutine, directement ou indirectement d'ailleurs? Donc voilà, c'est ça la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que la Corse va attaquer Poutine? Et quelles vont en être les conséquences? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et je vous dis à plus. À la prochaine. Salut.